Bien, chers auditeurs, bonjour à tous. Ici Monsieur V au micro de ERFM pour ce 80e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre invité Laurent Guyénaud pour parler de l'Empire du mensonge et l'exploration lunaire. Nous sommes à 2 jours du 11 septembre. Messieurs, je vous laisse la parole. Oui, le 11 septembre est un anniversaire qui mérite d'être célébré. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Pour ce 80e Libre Journal, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022, an de disgrâce. Alors, bonjour Laurent, je rappelle que vous venez de publier un livre sur la mort de John Fitzgerald Kennedy. Comment s'intitule exactement votre livre ? Oui, bonjour Jean-Michel. Mon livre s'appelle, le titre anglais c'est The Unspoken Kennedy Truth. Non, mais en français, on préfère... Et le titre, Qui a maudit les Kennedy. Qui a maudit les Kennedy. Voilà, alors, parce que le titre anglais faisait référence à un livre qui a beaucoup marqué il y a une petite dizaine d'années, qui s'appelait Kennedy, JFK and the Unspeakable, et l'indicible. Alors, dans ce livre, l'indicible, il n'était pas mentionné la piste israélienne. Donc, c'est ce qui est vraiment indicible, c'est la piste israélienne. Mais comme le titre ne fonctionnait pas en anglais, Qui a maudit les Kennedy, donc c'est pas uniquement sur John Kennedy, c'est sur son frère, son fils, son père. C'est beaucoup plus vaste que le... Alors voilà, cette introduction étant faite, les Kennedy sont tout à fait liés à notre sujet, puisque nous allons le cœur de notre thème, c'est l'anniversaire, c'est aussi un anniversaire de la conquête de la Lune par les États-Unis. Je rappelle que le premier vol habité a eu lieu le 21 juillet 1969 et qu'aujourd'hui la fusée Artemis, nous allons en parler, est censée repartir pour la 3e fois, en espérant que ce sera la bonne, le 21 septembre. Vous voyez, le 21 n'a pas été choisi au hasard. Mais je fais partie de ces gens, de ces infâmes complotismes qui sont persuadés que les Américains ne sont pas allés sur la Lune, et avec de bonnes raisons. Vous-même, Laurent Guyénaud, vous m'avez fait parvenir le film, vous allez donner son titre exact, d'un Italien, un travail extrêmement rigoureux, de 3h30, c'est long, mais pour une fois, c'est exceptionnel, j'ai regardé de bout en bout, qui apporte des éléments et des preuves tout à fait convaincants, pour démontrer qu'en tout cas, il y a un narratif qui s'est tissé autour de cet événement du 21 juillet 1969, qui correspond pas à l'image hollywoodienne que l'on nous en a donnée. Alors peut-être y sont-ils allés, peut-être toutes les hypothèses sont possibles. Moi personnellement, je n'y crois guère, et j'ai d'ailleurs publié, vous trouverez ça sur Agoravox, c'est Démystification d'embrouille, Tintin est-il jamais allé sur la Lune? Je vous recommande ce texte qui est court et qui s'appuie sur des bases scientifiques qui ne sont pas apportées, moi-même n'étant pas un scientifique, mais il y en a d'autres qui ont réfléchi, et puis il y a des données qui sont de toute façon incontournables. Donc c'est aussi une question de bon sens. Alors, je conclus mon introduction. Laurent, Artemis devait effectuer, je crois que c'était je ne sais plus quand, il y a quelques jours, devait effectuer un premier faux départ, puis un deuxième faux départ. C'est une fusée super géante, plus grosse encore que la Saturne V, qui a emporté Buzz Aldrin et Neil Armstrong, et puis le troisième, Michael Collins, qui lui était resté en orbite de la Lune, enfin censément resté en orbite de la Lune, en notant, dernière information, que ça fait quand même 47 ans que s'est achevée la dernière mission Apollo, et là on peut se poser des questions. À vous, cher Laurent. Oui, merci Jean-Michel. Alors à propos d'anniversaire, il y a aussi un anniversaire qui approche, là c'est donc le 50e anniversaire de la dernière mission sur la Lune, puisque en fait c'était en décembre 72. Donc voilà, c'est une occasion aussi en plus. Oui, alors le film de Massimo Mazzucco qui s'appelle American Moon est effectivement un grand pas, un pas de géant vers la vérité.
et il faut absolument le voir. Et je l'ai découvert en fait quand j'ai fait un dossier assez complet qui est passé sur Égalité et Réconciliation, qui devait s'appeler justement un canular géant, je pense. C'était la traduction d'un dossier américain. Et ensuite j'ai fait un autre article. Et d'ailleurs il y a beaucoup de choses assez riches dans le film de Matsuko. Et un élément que j'y avais découvert, parce que pour moi c'était pas totalement nouveau, c'est justement les détails de l'implication de Kennedy et de Johnson dans cette affaire. C'est assez intéressant. Comme moi, je m'intéresse à Kennedy. Alors, vous pouvez nous en dire un mot Oui. De cette implication, oui. Voilà, c'est-à-dire que dans l'imaginaire commun, on pense que c'est Kennedy qui a voulu l'émission Apollo, qui a lancé le projet. C'est lui le père spirituel en quelque sorte de tout ce projet. Mais en réalité, c'est pas exact. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait le discours ou les discours inauguraux pour lancer ce projet. Mais le détail de l'affaire, c'est qu'en fait, la NASA est un projet dans lequel Lyndon Johnson, donc, était impliqué depuis le début, c'est-à-dire depuis 1957, et que Kennedy a été en quelque sorte un peu poussé, contraint et forcé de répondre aux défis de l'Union soviétique qui avait de l'avance, en tout cas, c'est ce qu'il disait sur le projet, les projets spatiaux. Donc il a lancé ce projet, mais en réalité, c'est Johnson qui avait réussi d'ailleurs à mettre un de ses amis à la tête de la NASA, James Webb. Et voilà, donc c'est intéressant aussi d'apprendre et donc j'ai exploré un petit peu à la suite de Matsuko ce dossier, d'apprendre qu'en fait, en 63 et même déjà avant, Kennedy avait envie de se retirer de ce projet. Il trouvait que ça coûtait extrêmement cher et il n'en voyait pas beaucoup d'intérêt. Bon, donc. Il ne voyait pas beaucoup d'intérêt, mais surtout c'était le prétexte. Ça coûte cher, mais c'était infaisable. Nous allons en parler. C'était infaisable. Et ça n'a jamais été fait d'ailleurs. Probablement. On a envoyé des robots, même les Chinois ont dû envoyer des robots sur la Lune, les Russes immédiatement, il y a eu différentes missions, mais on n'a jamais envoyé que des machines. L'homme ne vit pas dans l'espace. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Personne ne conteste que des robots sont allés sur la Lune et ont même probablement ramené des cailloux. Probablement certains robots sont allés et sont revenus, ce qui est déjà un exploit technique assez extraordinaire. Mais voilà, personne ne conteste ça. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Américains probablement l'ont fait. Donc ça peut déjà répondre à la question des cailloux, puisque à ceux qui, lorsqu'on nie les alunissages habités, on nous rétorque oui, mais les preuves sont là, ils ont ramené des cailloux. Bon. Alors, Laurent, petit incise dans votre propos. L'Université royale de Hollande a fait des déclarations, on trouve d'ailleurs ça sur la toile. Le caillou lunaire qui a été remis en grande pompe aux Hollandais est un faux. Oui, voilà. Alors tous ces cailloux, c'est vrai que... Sont-ils des vrais cailloux, des faux cailloux? Il y a des météorites aussi qui arrivent de la Lune, donc on peut mettre des météorites dans le lot. Tout à fait. Des pierres lunaires, on en trouve sur la Terre, notamment dans l'Antarctique, où justement, comme par hasard, il y a eu une expédition en 67, je crois, organisée par la NASA. L'explication qu'ils ont donnée, c'est qu'ils avaient besoin de trouver des pierres lunaires pour les comparer aux pierres lunaires qu'ils allaient ramener de la Lune. Bon, enfin bref, donc les cailloux, c'est vrai que c'est une preuve bien faible. Et de toute manière, on se demande pourquoi, au bout de 6 missions, ils n'ont rien fait d'autre, ces cosmonautes, que planter le drapeau américain et collecter en tout 380 kilos de cailloux. On n'a aucune donnée, aucune information sur une quelconque expérience, ne serait-ce qu'observer les étoiles depuis la Lune, puisque apparemment ils voyaient aucune étoile, ce qui est un autre élément. Enfin, toute cette histoire, effectivement, lorsqu'on se rentre un petit peu dedans, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur spécialisé pour comprendre que c'est un gigantesque mensonge. Et plus le temps passe, plus effectivement les soupçons de fraude deviennent énormes, puisque on entend des cosmonautes nous dire ah oui il y a 50 ans on savait le faire, et puis maintenant on sait plus le faire parce que bon on a perdu les plans, on a perdu
on a tout oublié. Les fusées décollaient il y a 50 ans, mais les fusées aujourd'hui foirent à chaque tentative. Bon. Oui, et en plus, elles sont beaucoup plus grosses, ce qui est étonnant, parce que normalement, avec la technologie des moteurs actuels, on devrait arriver à les faire moins lourdes et moins grosses. Mais non, elles sont encore beaucoup plus gigantesques, comme vous l'avez dit, que la fusée Saturne. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'au bout de 50 ans maintenant, je pense que la NASA va bientôt passer aux aveux. Ils espèrent pouvoir passer aux aveux en ayant réussi une mission lunaire. Je pense qu'ils n'y arriveront pas, mais je pense que c'est un peu leur plan. De toute manière, c'est un dossier qui va revenir de plus en plus sur la table de la diplomatie, de la géopolitique profonde, on va dire, ou de la guerre de l'information, puisqu'on voit les Russes et les Chinois aussi exprimer des doutes officiels, des demandes d'enquête officielles. Les Russes ont fait une demande officielle d'enquête suite à la révélation de la NASA qu'ils avaient perdu tous les films d'origine. Donc je pense que ça va revenir sur le devant de la scène. Et contrairement à certains qui me disent que oui, mais c'est un sujet vaseux, il vaut mieux éviter ce sujet, je pense qu'au contraire, c'est un sujet qui est tellement facile à comprendre que beaucoup de gens vont assez... Dans les années qui viennent, vont comprendre l'imposture et que ça va ouvrir la porte à des tas d'autres questions sur cet empire du mensonge qu'a dénoncé le président Poutine. Alors, pour rebondir sur votre propos, en 2019, l'Académie des sciences de Russie demandait officiellement l'ouverture d'une enquête sur la réalité des alunisages américains. Ça a été éteint, on a mis le boisseau, mais on peut se dire peut-être que la guerre en Ukraine et la guerre de l'information qui se livre va être propice, favorable à l'ouverture d'une telle enquête ou à la remise sur la table de ce questionnement. Alors peut-être les Russes, c'était du temps de l'Union soviétique, ont-ils aussi quelques petits secrets cachés dans leur tiroir, dans leur placard, quelques squelettes dans leur placard, mais enfin bon, il y a eu un changement de régime alors qu'il y a une grande continuité en Amérique et que l'Amérique rebondit de caillou en caillou pour franchir le gué de l'histoire, et chacun de ces cailloux est un mensonge toujours plus gros. Nous viendrons peut-être tout à l'heure sur le 11 septembre, dont l'anniversaire sera dans 2 jours, disions-nous. Alors, d'ailleurs, toutes ces histoires, je fais une incidente sur l'Ukraine, toutes ces histoires d'embargo, sont extraordinaires, puisque les échanges de matières fissiles, c'est-à-dire d'uranium enrichi ou non, entre les États-Unis et la Russie n'a jamais cessé. C'est stupéfiant, et d'ailleurs on voit que la Russie continue à vendre également des matières fissiles, de l'uranium à la France, ce qui suscite un scandale, mais non, il y a des contrats à longue durée, ces contrats ne sont pas... Aujourd'hui, officiellement, l'uranium est exclu des sanctions. Or, je voyais une espèce d'andouille hier, une andouille au féminin, qui nous expliquait, vous voyez que le nucléaire n'assure pas l'indépendance de la France puisqu'on dépend de la Russie. Désolé, si on n'achète pas notre uranium au Niger, si on ne l'achète pas au Kazakhstan, il faut bien l'acheter quelque part si on n'en a pas suffisamment sur le territoire national. Bon, revenons, oui, il y a des questions qui se posent et qui devraient se poser de plus en plus pour démonter aussi cet empire du mensonge dont l'hégémonie commence à lasser beaucoup de monde et surtout à nous harasser, puisqu'elle va nous conduire à traverser un hiver thermique. Je ne sais pas s'il sera redoutable, mais en tout cas, il risque d'être pénible. À vous, Laurent. Oui, alors l'empire du mensonge, c'est vrai que les mensonges se sont accumulés et beaucoup de personnes les découvrent les uns après les autres. Moi, mon voyage dans cette découverte des mensonges a commencé assez tardivement, mais ça a commencé par le 11 septembre, et puis je me suis intéressé à Kennedy et puis à Apollo, mais c'est une histoire qui remonte très très loin. Je pense que le début, c'est vrai que les États-Unis vont apparaître de plus en plus aux yeux du monde comme l'empire du mensonge, comme l'a dit Vladimir Poutine, qui est quand même une expression assez extraordinaire.
et qui probablement est une déclaration de guerre de l'information et une guerre qui va continuer. Mais aussi bien les Russes que les Chinois sont des joueurs d'échecs ou des joueurs de Go qui avancent leurs pions les uns après les autres. Donc on a vu par exemple en réponse à la venue de Pelosi là, à Taïwan, les Russes émettre déjà un tweet assez fracassant dans lequel d'une manière indirecte, les États-Unis sont accusés d'avoir commis eux-mêmes le 11 septembre. Donc, ça a été émis par un dignitaire. Fais attention à ce tweet. Mais il y a des tas de choses qui nous échappent, puisque la presse est ainsi faite pour nous monopoliser l'attention et nous détourner de l'essentiel. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu diplomatique subtil. Beaucoup de gens, par exemple, sur Apollo, disent mais non, c'est pas possible. Les Russes auraient parlé, les Chinois auraient dénoncé l'imposture. Mais non, parce qu'en fait, dans ce jeu, dans cette guerre de l'information, c'est un peu comme un jeu de poker. Vous dévoilez pas toutes vos cartes d'un coup. Vous les utilisez pour en tirer le plus d'avantages possible. Et en plus, comme vous l'avez dit, en 69, lorsque la première mission Apollo a atterri sur la Lune, où les Russes eux-mêmes avaient un certain nombre de mensonges derrière eux. Donc tout ça est un jeu de poker. Et l'intérêt pour les Russes de ne pas dénoncer publiquement l'imposture d'Apollo 11, ça a été d'obtenir des aides considérables de la part de Nixon, puisqu'il faut rappeler que les missions Apollo, c'est uniquement sous la présidence de Nixon. Ça commence en 69 et ça finit en 72. Donc c'est strictement limité à la présidence de Nixon. Donc Nixon est un président qui a aussi joué un jeu assez intelligent en se rapprochant de la Chine, en initiant aussi une désescalade avec l'URSS. Donc il faut voir ça dans un jeu géopolitique très complexe. Voilà, c'est une des explications pour lesquelles les Russes ne font pas de dénonciation fracassante globale, quoi. Pour l'instant. Et puis, il faut on ménage. On ne pousse pas un adversaire le dos au mur parce que là, il peut devenir dangereux. Exactement. Mais c'est un argument que l'on peut garder en réserve. Alors, vous avez bien fait de souligner que John Fitzgerald Kennedy, qui avait annoncé cette conquête de la Lune, était en fait assez réservé. Je rappellerai que le grand architecte du programme spatial, mais on dit spatial, mais en fait il faudrait dire extra-atmosphérique du monde. Les satellites habités circulent dans des zones qui sont en deçà des ceintures de Van Allen. Mais nous allons peut-être y revenir. Donc on parle de l'espace, mais c'est l'espace très proche. C'est pas l'espace lointain, c'est pas l'espace vide. Donc Kennedy avait protégé Von Braun qui, à partir des années 50, va diriger ce programme spatial parce que la marine américaine essayait d'avoir des fusées, mais qui pétaient les unes après les autres. Donc on a fait appel à Von Braun, l'inventeur du V1 et du V2, donc que l'on fêtait. Il y a même des images d'archives, je vous les recommande, Laurent, qui montrent Kennedy portant Von Braun sur ses épaules, en triomphe. Et curieusement, Von Braun, qui meurt en 1975, en 1970, alors que il y a eu cette grande conquête, soi-disant, de la Lune, Von Braun se retire de la NASA. Expliquez-moi. De même, c'est dans le film que vous avez signalé, il faudra le signaler à nouveau. On voit à la toute fin du film, vers 3h15, on voit une conférence de presse avec Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. Ils piquent tous du nez, ils font la gueule, ils détournent les regards, ils ont l'air extraordinairement gênés pour des gens qui viennent de fouler le sol de la Lune, événement historique s'il en est, ça semble assez extraordinaire. Tous les trois, d'ailleurs, démissionneront de la NASA dans les mois qui suivent. Oui, tout à fait. Oui. Ben là, vous avez évoqué déjà pas mal de choses sur la ceinture, les ceintures de Van Allen, puisqu'il y en a deux. C'est intéressant
intéressant, effectivement, ça fait partie du dossier Kennedy, parce qu'en fait, le spécialiste ou l'expert spatial de Kennedy, c'était un certain John Wissner, W-I-E-S-N-E-R, et lui était très au courant des ceintures de Van Allen. On les appelait pas encore les ceintures de Van Allen. Van Allen était de la même génération, donc et il a fait un rapport dès 1961, janvier 1961, donc au tout début de la présidence de Kennedy, pour lui dire aller sur la Lune, non, c'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est y envoyer des robots. Donc Wissner lui-même était hostile, il pensait que c'était pas possible, et donc il a été aux côtés de Kennedy. Et on a des interviews enregistrées, des entretiens qui ont été enregistrés à la Maison Blanche entre Kennedy et James Webb de la NASA, avec Wissner à côté de Kennedy, et dans lequel Wissner dit c'est pas possible, Webb dit mais si c'est possible, et de toute manière on n'a pas le choix, on a commencé, il faut y aller. Donc tout ça est assez intéressant pour montrer qu'en réalité Kennedy a essayé d'enrayer le programme Apollo, et il a essayé de plusieurs manières. Une des manières dont il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé en quelque sorte saboter le prétexte qui était de la course à l'espace, en invitant les Russes à participer avec eux, avec les Américains, pour aller sur la Lune. Et donc, l'idée qu'il y avait une course, une compétition, et qu'il fallait absolument que les Américains y aillent les premiers, est tombée à l'eau, du coup. Donc, c'était la manière que Kennedy a eue pour essayer d'arrêter ce programme. Les Russes ont répondu, bof, la Lune, nous, ça nous intéresse pas spécialement, allez-y, puis on verra si vous êtes capable d'y aller, et puis surtout si vous êtes capable d'en revenir, de manière un peu ironique. Mais bon, Kennedy est mort très peu de temps après, donc on ne sait pas comment tout ça aurait évolué. Lyndon Johnson était très impliqué dans le programme Apollo, et c'est pas pour rien d'ailleurs que le Texas... Laurent, rappelez la date de la mort de Kennedy. C'est le 22 novembre 1963. Et les interviews dont je parle, les entretiens à la Maison-Blanche, c'est septembre 1963. Donc, énormément de choses se sont passées à la limite, on pourrait. Il faut aussi, puisque vous avez parlé de Von Braun, il faut bien comprendre. Je pense que c'est la chose la plus importante à comprendre. Lorsque vous regardez les fusées Saturne que vous avez mentionnées, qui sont des énormes fusées, et lorsque vous comparez aux petits modèles bricolés, aux petits modules qui sont censés être sur la Lune, vous voyez tout de suite que pour construire ces petits modules, il faut une équipe de 10 personnes, tandis que pour les fusées, c'est un projet gigantesque. Et donc tout l'argent de la NASA, puisque la NASA a servi à pomper de l'argent de manière détournée dans le complexe militaro-industriel, ces fusées qui étaient censées aller sur la Lune étaient aussi une façon de développer les missiles intercontinentaux. Et d'ailleurs, Von Braun était un spécialiste des missiles et pas des fusées pour aller sur la Lune au départ. Donc on comprend assez facilement que Kennedy n'avait pas non plus de choix, parce que la NASA était une sorte de couverture pour le développement de fusées, de missiles intercontinentaux, ce que les Russes d'ailleurs savaient et comprenaient très très clairement. Voilà. Quand même, la démission de Von Braun est assez extraordinaire. Von Braun, vous pensez à des missions vers Mars, mais on sait que les missions vers Mars sont des missions non habitées. Je rappellerai, il faut vérifier, mes souvenirs sont un peu lointains, qu'à propos des ceintures de Van Allen, il y a eu des missions américaines et russes qui ont envoyé des hommes à l'intérieur des missions de Van Allen, je crois, jusqu'à 700 km, voire plus, 700 km de la Terre. Ce sont les seules missions qui ont dépassé l'espace extra-atmosphérique. Curieusement, les Américains sont tous vivants. Aucun d'entre eux n'a pris un coup de soleil, et les Soviétiques sont tous morts. Oui. Expliquez-moi, c'est assez extraordinaire. Oui, le plus extraordinaire, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit, les astronautes, si on prend Apollo 11, ils reviennent, ils sont tout fraîchement rasés, ils ont l'air en pleine forme, ils reviennent de, je crois, 6 jours dans l'espace. Oui. Lorsque Nixon vient les voir, ils ont l'air hilars, et c'est absolument invraisemblable. Ils ont démissionné peu après, comme vous l'avez dit. Et tout ça, effectivement, n'a pas beaucoup de sens. Oui, ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas un seul cosmonaute qui est mort, américain qui est mort, parmi les donc 6 x 3, 18, je crois, à peu près. Alors que par contre, il y en a 3 qui sont morts en 1967, grillés vivants dans la capsule lorsqu'ils faisaient des essais.
c'est-à-dire qu'on a voulu tester les communications à l'intérieur du module, on les a enfermés dans le module. Le module donc est resté sur place, je pense que ça devait être à Houston, Texas peut-être. Et voilà, et ils sont morts. Et comme par hasard, l'astronaute le plus célèbre, c'était un certain Gus Grimson, qui aurait été le premier homme sur la Lune, enfin c'était le projet, mais il exprimait des doutes, il exprimait des critiques assez virulentes, et il parlait publiquement il avait dit non, ça va pas marcher, quelqu'un va mourir. Donc sa famille, son fils, sa femme pensent qu'il a été assassiné, éliminé par la NASA tout simplement pour le faire taire et pour en même temps envoyer un message à tous les hommes, les astronautes et autres, les ingénieurs de la NASA pour imposer une sorte d'omerta. Et il ne faut pas oublier que la NASA est un institut quasiment de l'armée. Hein. Les astronautes sont des militaires qui signent des contrats extrêmement sévères en cas avec des punitions extrêmement sévères en cas de divulgation de secrets défense. Alors, à ce propos, Hollywood avait sorti un film, Capricorn One, où on parle d'une mission bidon vers Mars, et les cosmonautes qui ne veulent pas respecter la règle dont vous voulez parler sont éliminés les uns après les autres. D'ailleurs, autour des missions Apollo, il y a aussi un certain nombre de morts suspectes, mais ça, on l'a largement oublié. Oui, en Amérique, on ne fait pas de cadeaux. Hein. On se tait, il y a des clauses de confidentialité un peu partout et qui sont extrêmement draconiennes. L'Amérique est quand même un pays barbare, d'une certaine façon. Et le modèle de civilisation qu'ils essayent, mais ça serait une digression, de nous imposer aujourd'hui avec le wokisme, les transversalités, les je sais pas quoi, montre bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays. Mais un pays qui a bâti son empire sur le sable du mensonge, c'est ce que j'ai écrit il y a des années, ne peut pas tenir éternellement. La vérité doit être le ciment des relations, au moins la vérité jusqu'à un certain point, doit être le ciment. J'aimerais bien commenter ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Actuellement, allez-y, vous êtes notre invité, vous êtes l'invité de tous nos téléspectateurs, enfin de tous nos auditeurs, pardon. Sur le thème du mensonge, c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays très particulier. Je pense que c'est un pays à double, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie, pour les sujets domestiques, les sujets internes, et puis il y a ce qu'on appelle l'État profond, qui est en fait un peu le gouvernement invisible ou semi-invisible ou semi-secret de l'empire, c'est-à-dire de tout ce qui concerne la politique extérieure, la politique militaire. Et cet État profond, on peut dire qu'il s'est consolidé, comme je le disais, en 1947, et effectivement, c'est lui qui a entraîné les États-Unis dans cette aventure impériale, puisque conquérir la Lune, après tout, c'est toujours conquérir, c'est la continuation de conquérir le monde, de dominer le monde. Hein, et donc, c'est devenu effectivement l'empire du mensonge. Mais vous avez raison, d'une certaine manière, le mensonge est inscrit dans le roman national américain depuis le début, puisque l'Amérique se bâtit sur le génocide indien, sur la traite des Noirs africains, etc. Et tout ça a créé effectivement un pays qui ne peut survivre qu'en se mentant à lui-même, en se prétendant le sauveur du monde, pour cacher ces crimes qui sont dans la genèse même du pays. Et par contraste, c'est intéressant de voir que la Russie avec Poutine joue au contraire la carte de la transparence, et c'est ça qui lui vaut le respect de beaucoup de chefs d'État. Comme on le dit souvent, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Évidemment, il y a de la propagande en Russie, il y en a toujours eu, évidemment, il y a une guerre de l'information, mais globalement, c'est un pays qui mise sur la vérité et qui, de toute manière, n'a pas grand-chose à cacher. Et en termes on va dire, de karma historique, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui va, je pense, entraîner beaucoup de nations à faire confiance à la Russie et à se réorienter au niveau géopolitique. Alors,
Juste un petit mot sur le mensonge originel de l'Amérique et qui se poursuit toujours. George Washington, donc l'un des pères fondateurs de la grande démocratie américaine, avait un domaine, je ne sais plus comment c'est, je me demande si c'est pas, il y a le cimetière d'Arlington à Washington, mais c'est en remontant le Potomac. Il a un domaine colonial tout à fait extraordinaire, qu'il gérait d'ailleurs fort bien. On visite les petits dortoirs des esclaves et il est dans le petit musée attenant, on nous explique que George Washington était tout à fait hostile à l'esclavage. Manque de chance, c'est que George Washington va hériter d'esclaves de son père, mais il en aura plus lorsqu'il mourra lui-même. Donc pour quelqu'un qui est hostile à l'esclavage, ça semble tout à fait étonnant. Alors, à propos du mensonge, revenons une seconde sur les fameuses ceintures de Van Allen. Il y a 10-15 ans, j'avais regardé Futura Science, dont l'information disparaît, se dissout tendanciellement au fil des années. C'est pas comme Wikipédia qui ment carrément. Et brutalement, on nous expliquait que ces ceintures de Van Allen qui sont là, cette ceinture électromagnétique qui piège le rayonnement cosmique, les émissions solaires et autres, et que le niveau de radiation dans les ceintures de Van Allen atteint des sommets, l'équivalent. Imaginez si vous mettez votre main pendant un quart d'heure dans un four à micro-ondes, vous verrez ce que ça donne. C'est à peu près ça, les ceintures de Van Allen. Or, on nous a expliqué que des calculs savants avaient été faits. D'abord, on n'était pas resté très longtemps dans les ceintures de Van Allen, et puis des calculs savants avaient été faits pour prévoir et contourner, jouer, faire du gymkhana avec les bouffées, les bouffées de vent solaire porteurs de radiation ionisante. Je sais pas comment on peut prévoir les bouffées solaires. Ça m'étonnerait, mais enfin, tout a été bon pour inventer. Aujourd'hui, si vous regardez Futura Science, qui est un site extrêmement sérieux, vous n'aurez plus que quelques vagues indications. Alors, je rappelle que dans cet article Démystification d'embrouille, Tintin est-il jamais allé sur la Lune, je reprends ce thème que je développe d'ailleurs avec beaucoup de sérénité et qui montre qu'il était impossible de franchir les barrières de Van Allen, les ceintures de Van Allen. D'ailleurs, donc, si on y est allé il y a 47 ans, comment se fait-il, enfin 47 ans, oui, 50, comment se fait-il qu'on ne soit pas capable d'y retourner aujourd'hui ? D'autant, et je termine là-dessus, que les fameuses missions Artemis, la première, consiste simplement à envoyer une fusée, voir si elle est capable de faire le tour de la Lune et de revenir. Ah, c'est la chose. Ouais. Dans 1 an, 2 ans, on enverra un robot bardé de capteurs. Ouais. Et on envisage un peu plus tard, une mission habitée. Ça veut dire que ce que l'on a fait il y a 50 ans, on n'est pas capable de le refaire aujourd'hui. Oui, je crois que le projet consiste aussi à envoyer des robots construire une plateforme pour accueillir le module habité en plus. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question de poser un module comme on l'a censé l'avoir fait en 69. Voilà. Mais c'est vrai que on voit même, alors c'est dans le film de Masamu Mazuko, la American Moon, et ça traîne un peu partout. On a même des ingénieurs de la NASA. Il y en a un qui est célèbre pour avoir participé à un programme d'information. Alors, c'était avant même le programme Artemis, parce que retourner sur la Lune, ça fait déjà presque une vingtaine d'années que les Américains en parlent. Il y a eu plusieurs programmes qui ont été avortés. On a dit, il n'y a pas assez d'argent, c'est pas possible, on va attendre un peu. Obama avait annoncé qu'on allait reprendre la conquête de la Lune. Le Bush père, hein, c'est ça? Oui. Bush père et Obama, et surtout Obama. Obama aussi, oui, tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs annonces. Il y a eu un programme Orion avant le programme Artemis, et on a une vidéo célèbre parmi les complotistes, on va dire, dans lequel on a un ingénieur de la NASA qui explique pourquoi c'est très compliqué de traverser les ceintures de Van Allen et on ne sait pas le faire et on étudie la question, on essaye de trouver une solution. Ce qui était quand même assez incroyable. Je signale, Laurent, que cette vidéo, je l'avais mise en ligne, mais qu'on ne la trouve plus, elle a disparu. Elle est dans le film. Un jeune ingénieur brillant qui nous présente la capsule Orion et nous dit on ne sait pas encore faire, mais on va peut-être trouver. Voilà. Donc c'est dans le film de. Si vous me la retrouvez, je veux bien la rediffuser à nouveau. Ouais. Je crois que c'est inclus. Je vous la retrouverai. Oui, je l'ai encore. Et comme vous avez précisé, c'est vrai que c'est important pour tout le monde de bien comprendre qu'il y a une différence radicale entre la station orbitale, la station dans laquelle l'espace extra-atmosphérique.
Voilà, on est à 1000 fois plus loin. La station orbitale, elle est à peu près à quelques centaines de kilomètres, je ne sais plus à combien exactement. La Lune, c'est à 300 000 kilomètres, donc on est dans une situation totalement différente. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce fameux Pesquet, j'oublie son prénom, là, a fait une gaffe récemment en expliquant que, effectivement, aller sur la Lune, c'est un peu plus compliqué que d'aller sur cette station internationale. Donc c'est un défi. Plus j'étudie le dossier, n'étant pas quand même un spécialiste, plus je pense qu'on n'ira jamais, aucun homme n'ira jamais sur la Lune avant quelques siècles, parce que il faut savoir qu'il faut quand même plusieurs jours pour y aller. Il est question, le programme Artemis prévoit que les cosmonautes y restent quelques jours, reviennent, donc on parle d'un voyage qui dure 10 jours pratiquement. La Lune, sur la Lune, quand on est au Soleil, il n'y a pas d'atmosphère, donc on grille à 150 degrés Celsius. Dès qu'on est à l'ombre, on gèle à moins 150 degrés Celsius. Parmi les invraisemblances des missions Apollo, il y a ces photos qui ont été prises par un appareil Hasselblad tout à fait classique, avec des films Kodak Ektachrome tout à fait classiques. C'est absolument invraisemblable qu'il ait réussi à des températures comme ça. Et normalement, ça fond à la chaleur et ça casse au froid. Oui. Les photos sont très nettes, d'une netteté absolue. D'une netteté absolument incroyable. Les photos d'Apollo 11 ont été. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que toutes ces photos sont maintenant sur le site de la NASA en haute définition, ce qui a fait avancer énormément la recherche, parce qu'on peut regarder ces photos, zoomer, agrandir et voir tout un tas de problèmes. Et en plus, ces photos, elles ont été prises par un Hasselblad qui était soi-disant sur le torse de Neil Armstrong, qui ne pouvait ni viser ni effectivement opérer aucun réglage. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil automatique. Les Hasselblad, ça se réglait à la main avec leurs gants gonflés. La se fait sur l'Hasselblad se fait par le haut. Il y a un écran, ça se fait par le haut. Donc, on peut malgré tout cadrer. Non, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de baisser la tête avec leur... Non, ils ne voyaient pas leur appareil. Voilà, il faut bien le préciser. Oui. Enfin bon, ça c'est un détail par rapport à toutes les invraisemblances qu'on peut accumuler. Donc effectivement, c'est aujourd'hui, je pense qu'avec le film de Matsuko et d'autres sites, il y a des sites très pointus sur Apollo. Donne la parole à un certain nombre de grands photographes de classe mondiale qui examinent les photos, qui disent d'ailleurs, qui précisent, on ne se prononce pas sur les alunissages ou pas, mais telle photo, c'est impossible. Là, c'est une lumière artificielle qui vient de là. Là, on ne peut pas obtenir telle ombre. C'est tout à fait à la fois convaincant, c'est même consternant. C'est pas un photographe, c'est 4 ou 5 qui sont véritablement des spécialistes de la photographie. Oui, alors ça, c'est vraiment la contribution importante de Matsuko, parce que tout le reste, c'était pas totalement nouveau, mais lui-même est photographe professionnel. Il a fait appel à des confrères qui sont des photographes mondialement connus, et effectivement, c'est très impressionnant de voir des experts, des vrais professionnels, observer ces photos et dire, ils ne disent pas on n'est pas allé sur la Lune, ils disent peut-être qu'ils y sont allés, mais en tout cas, ces photos-là n'ont pas pu être prises dans les conditions qu'ils disent. Il y a le problème des ombres qui ne sont pas parallèles, et il y a surtout effectivement le plus frappant, à mon avis, c'est le problème de l'éclairage. Ils sont absolument unanimes à affirmer catégoriquement que les photos n'ont pas pu être prises sans un éclairage artificiel. Oui, notamment pour les contre-jours. Voilà, pour les contre-jours. C'est frappant de les voir expliquer. Ce sont des professionnels reconnus mondialement qui ont eu le cran de discuter honnêtement de ces photos. Et ça, c'est effectivement un argument très, très fort, quoi. Bon, nul ne lira. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 80e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, que nous avons pour invité Laurent Guyeno, qui est un historien et qui vient de publier un livre important qui décortique la malédiction qui a entouré la famille Kennedy. Ces gens, d'ailleurs, rappelons que Robert Kennedy voulait entrer en lutte contre la mafia. On ne sait pas si la mafia a joué un rôle, mais ce sont des emboîtements façon poupée russe. C'est commandité par l'État profond, c'est relayé par tel grand service d'État qui se fait sous-traiter par la mafia et autres. Ce sont on ne peut pas
délabyrinther, si je puis dire, ce type de meurtre, enfin d'assassinat politique. Toujours est-il que Kennedy, lui, est bien mort, alors que nous ne sommes pas sûrs que les attentats du 11 septembre, contrairement à ce que tout le monde pense, ont été faits par des gens qui habitaient dans des grottes à Tora Bora. On nous montrait des complexes façon le Smersh, le Sdersh, le je sais pas quoi de James Bond. En fait, c'était des grottes avec des nattes. On buvait du thé, on mangeait, je sais pas si on mangeait des dattes, mais on voit pas très bien comment ces gens là-bas, avec leurs calaches fabriquées, hein, c'était des calaches faites maison, artisanales, étaient capables d'aller précipiter des avions sur le World Trade Center, dont l'anniversaire est dans les 2 jours. Alors, je rappelle qu'il y a effectivement 2 avions fantômes, le vol UA 93 vers Shanksville, l'avion du Pentagone, on ne l'a jamais vu, le AA-77, dans les 2 cas, aucun débris et aucune image malgré au Pentagone les 80 caméras de surveillance. Alors, est-ce un drone, est-ce un missile qui a été tiré, voilà. Et en plus, il y a l'endroit où le Pentagone a été percuté, il y a la fameuse colline d'Arlington, avec le cimetière d'Arlington. Il aurait fallu effectuer une plongée assez difficile, assez scabreuse, ce qui n'a pas été le cas. Alors, 2 tours sont tombées, les tours jumelles. Les avions étaient en aluminium léger, ont pénétré entièrement et causé des dégâts structurels ayant entraîné l'effondrement des tours. Alors, on sait que les poutrelles d'acier qui composaient l'infrastructure des tours étaient faites pour résister à tout. La chaleur dégagée par le kérosène était incapable de faire fondre ces poutres d'acier. Les tours ont apparemment explosé étage par étage, en pulvérisant la totalité du béton et en projetant latéralement plusieurs centaines de mètres des morceaux de poutres d'acier de plusieurs tonnes. Voilà, c'est pas c'est pas des petits avions aussi. Même s'ils allaient à 700 km/h, d'ailleurs, il fallait faire des manœuvres assez difficiles. Voilà. La tour numéro 7 n'a pas été percutée. Elle s'effondre. Je fais un petit rappel, hein, avec un petit incendie, mais par démolition apparemment contrôlée. Et ça ne serait pas mis en doute. Or, l'effondrement a été annoncé par la BBC. Erreur 20 minutes avant qu'il n'ait lieu. 2 avions, 3 tours. Autre chose, le fameux nez de Pinocchio. On pense que certaines images sont par la suite des images de synthèse. On a créé une hallucination collective. Le premier impact aurait été photographié par deux photographes, 2 cinéastes français qui auraient des images approximatives du premier impact. Il n'en existerait pas d'autres. De mémoire, je me souviens, c'est ce que l'on avait dit à l'époque. De même qu'à l'époque, je vous rappelle que pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'au début de l'année 2002, c'était pas 3000 morts, c'était 10 000, 20 000. Tout d'un coup, on a changé, ça a basculé, on est passé de 10 000, 20 000. Il faudrait retrouver, on ne retrouve plus de traces sur la toile. On est à 2000, un peu plus. On est maintenant à un peu plus de 2000, les chiffres officiels. Il faudrait retourner dans les archives de la presse écrite et on devrait retrouver les traces de ce que je dis. Mais il faut avoir des abonnements, il faut avoir du temps, il faut être un spécialiste, etc., etc. Donc, le fameux nez, je termine là-dessus, je vous rends la parole, cher Laurent, vous êtes notre invité, et j'en remercie le ciel. Il y a ce que j'appelais le fameux nez de Pinocchio, c'est un avion, on vient de le dire, en aluminium, qui entre dans la tour et dont on voit le bout du nez qui sort de l'autre côté. Je ne sais pas comment c'est possible. Les avions auraient dû s'écraser, auraient peut-être pénétré un peu, mais en tout cas, n'auraient pas dû causer les dommages structuraux qu'ils ont engendrés de par l'impact. À vous, Laurent. Oui, ben sur le 11 septembre, j'en profite pour signaler que je fais une visioconférence le 13 septembre sur égalité et réconciliation. Donc, je vais essayer de rappeler les aspects techniques, mais aller un peu au fond des choses et développer une hypothèse pour essayer d'identifier les organisateurs, les comploteurs et les responsables de cette opération. Ne nous dites pas que c'est le Mossad, hein.
Si, bien sûr, si, tout à fait. Vous avez parlé de mafia tout à l'heure. Il n'y a pas que la mafia sicilienne. Ils appellent la Italian mafia aux États-Unis, c'est-à-dire la mafia Casa. Oui, et donc juste après le 11 septembre, on entendait, comment il s'appelle, enfin un chef d'État israélien appeler à la destruction des États voyous. 7 États ont été délignés comme États voyous, ensuite par George Bush dans son discours, je crois, du 21 septembre. Mais le véritable État voyou, on sait tous duquel il s'agit, hein, et même on pourrait parler d'État mafieux. Donc je pense qu'effectivement, la piste israélienne devient de plus en plus visible et reconnue. Aux États-Unis, c'est un sujet qui est encore tabou d'une certaine manière dans le, on va dire, le mainstream. Il fallait pousser les États-Unis à la guerre. Pardon ? Il fallait pousser les États-Unis à la guerre, contre ces salopards d'Irakiens qui versaient des indemnités aux familles des martyrs, les fameux shahids. Voilà. Et les Irakiens n'étaient pas contents du tout parce que Saddam Hussein versait $5 000, 25 000 aux familles. Et 25 000, ça représentait l'équivalent de 250 000 € chez nous, par exemple. Oui, alors il ne s'agissait pas uniquement de l'Irak, puisque dès les mois suivant le 11 septembre, on a des néoconservateurs, et notamment Norman Podhoretz, qui est un des fondateurs avec Irving Kristol de ce mouvement, qui appelait carrément à la 4e guerre mondiale. Donc le projet était d'une guerre mondiale centrée évidemment contre tous les ennemis d'Israël, donc l'Irak, la Syrie, la Libye et l'Iran au bout du compte. Le projet n'a pas été jusqu'au bout, mais c'était la volonté affichée de certains néoconservateurs. Pourquoi d'ailleurs la 4e guerre mondiale ? C'est parce que dans la vision israélienne des choses, il y a la Première guerre mondiale qui permet d'avoir la déclaration Balfour, il y a la Seconde guerre mondiale qui permet la création de l'État d'Israël, et la guerre froide, c'est la 4e guerre mondiale, parce qu'en 1967, elle permet le triplement de la superficie de l'État d'Israël et elle enclenche le processus de colonisation qui se poursuit aujourd'hui. Et donc la 4e guerre mondiale visait, espérait ces stratèges israéliens, à carrément créer le grand Israël qui reste le projet depuis le début de David Ben Gourion et de tous les sionistes de cette école. Du Nil à l'Euphrate. Voilà. C'est vrai qu'Israël a besoin d'eau. Alors, l'hypothèse que je développerai dans cette visioconférence, j'en dis pas trop, mais c'est qu'en réalité, effectivement, c'est une opération à la fois interne aux États-Unis et israélienne. Mais la partie interne aux États-Unis concerne essentiellement l'attaque contre le Pentagone, qui est une attaque d'une ampleur beaucoup moindre que le grand spectacle qu'on nous a offert sur les tours jumelles, avec non pas leur effondrement, mais leur explosion, leur pulvérisation, et des images absolument horribles, alors que l'attaque au Pentagone est quelque chose de beaucoup plus restreint. Donc j'expliquerai en détail pourquoi on peut faire l'hypothèse que les Israéliens, et d'ailleurs c'est un scénario qu'ils utilisent souvent, se greffent sur une opération pour la détourner, l'amplifier et entraîner les États-Unis beaucoup plus loin que ce qu'ils voulaient. Parce qu'on sait que l'invasion de l'Afghanistan a été programmée avant le 11 septembre. Et on a quelques indices qui nous permettent de croire que l'attaque sur le Pentagone... Brzezinski avait tout organisé 1 ou 2 ans avant. Hein. Voilà, et Brzezinski était pour l'invasion de l'Afghanistan juste après le 11 septembre, mais il a toujours été opposé à la guerre contre l'Irak, comme d'ailleurs Colin Powell au départ, et comme beaucoup d'autres Américains, on va dire impérialistes, qui n'étaient pas spécialement intéressés par Israël. Brzezinski n'était pas spécialement pro-Israël. Donc, il y a eu une double opération en quelque sorte. Voilà, c'est ce que j'expliquerai, mais je ne peux pas en dire plus. Alors, à propos du 11 septembre, il existe une vidéo, le 11 septembre et le grand jeu israélien, que l'on trouve sur Odyssée. C'est avec ce titre-là, le 11 septembre et le grand jeu israélien. Et dans la conclusion du film, Israël, il y a un chapitre qui s'intitule « Israël et le double assassinat des frères Kennedy », ce qui me permet de renvoyer à nouveau et encore une fois à votre... Oui. Je précise que ce film a été basé sur mon script. Hein, c'est un film que j'ai écrit et qui a été réalisé par ERTV, donc Égalité et Réconciliation. Alors, c'est un film obligatoirement complotiste puisque mon cher
Laurent, vous êtes un fiefé complotiste. Alors, John Kennedy, on le rappelle, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné le 22 novembre 63 avec une balle qui arrive par devant, qui arrive par derrière, et un pauvre type qui servira de l'heure, Lee Harvey Oswald. Robert Kennedy, lui, est assassiné le 6 juin 68 par un Palestinien, Shiran Shiran, qui mourra lui aussi, ils meurent tous de toute façon. Non, Shiran Shiran est toujours en prison, il attend d'être... Oui, il est survivant. Oui. C'est bien. C'est bien. Il continue à dire qu'il ne se rappelle pas, on pense qu'il a été hypnotisé parce que même les experts psychiatriques qui l'ont examiné confirment qu'effectivement il n'a aucun souvenir non seulement d'avoir tiré sur Kennedy, mais même d'avoir voulu le tuer. Donc voilà, c'est un grand mystère, c'est une affaire très complexe. Aux assassinats sous hypnose, voilà, tout conditionnement, ça marche très bien. Et on ne se souvient pas après, réveillez-vous. Il y avait une époque dans les années 80, il y a eu beaucoup de films américains, on voit un gars est dans la rue, reçoit un coup de téléphone, on lui donne un mot-clé, un mot qui le déverrouille en quelque sorte, et il part assassiner un voisin. On peut, certains meurtres de masse que l'on voit dans les écoles ou ailleurs peuvent peut-être relever de ce type de manipulation ou de procédure. Alors, John Fitzgerald et Robert étaient frères, nous le savons. Leurs assassinats ont deux choses en commun. Lyndon Ben Johnson, on l'a vu pour la Lune. Lyndon Johnson, si vous préférez. Mais c'était Ben Johnson, fils de Johnson. Et l'État hébreu. Leur mort encadre précisément la présidence, je viens de le dire, de Lyndon Johnson, est marquée par d'autres assassinats politiques comme celui de Martin Luther King. Et c'est Johnson lui-même qui supervisa les deux enquêtes, assassinat de JFK et celui de Robert. Est-ce un hasard si c'est Johnson qui a engagé l'Amérique dans cette course hollywoodienne dans ce space opéra qui a été La Nuit Sage, un grand pas pour l'humanité et un contre-pas, une contredanse pour la vérité. Dans chacune des enquêtes, l'élément central contredit la thèse officielle et oriente fortement vers l'État profond israélien. Mais l'État profond israélien, peut-on le dire, c'est l'État profond américain également. On s'aperçoit que toutes les sphères du pouvoir, aujourd'hui encore d'ailleurs avec Madame Nuland pour l'Ukraine, sont caviardées, sont noyautées par ce qu'on appelle les néoconservateurs, qui sont des trotskistes, internationalistes prolétariens et aujourd'hui internationalistes, oligarchiques, cosmopolitistes tout court. Donc l'État profond israélien, c'est l'État profond américain également. Il y a osmose entre les deux. Dans le cas de Robert, donc on vient de le dire, Shiran Shiran, un Palestinien a été apparemment manipulé d'une façon ou d'une autre afin de faire apparaître le meurtre de Robert comme motivé par la haine d'Israël. C'était pas idiot. De même que le 11 septembre, c'est Monsieur Ben Laden qui était anciennement un agent américain, il faut bien le dire, par l'intermédiaire de l'ISI, les services spéciaux pakistanais. Alors on peut se demander d'ailleurs si dans le 11 septembre, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, l'État profond israélien n'ont pas joué un rôle tout à fait direct. On sait qu'on avait arrêté un certain nombre d'Israéliens après le 11 septembre et on les a exfiltrés petit à petit, discrètement, même si le comportement de certains d'entre eux qui dansaient et chantaient devant l'effondrement des tours jumelles pouvait prêter quand même à interrogation. Alors, dans le cas de John, on a un mafieux juif, Jacob Léon Rubinstein, dit Ruby, qui va abattre Lee Harvey Oswald. Il est lié à l'Irgun, qui est un mouvement terroriste israélien, et qui liquide le leur. Voilà. Et qui aurait dû être éliminé par la police au moment de son arrestation, mais ça n'a pas été le cas. Johnson est un homme de main d'Israël. Alors, peut-on le dire aussi brutalement? Je ne sais pas.
tout comme Jacques. C'est la conclusion du chapitre sur Johnson. J'ai dans mon livre un chapitre sur Ruby, qui est effectivement quand même, on va dire, le smoking gun de l'affaire, puisque c'est un homme dont on montre bien qu'il est lié. Alors on a fait circuler l'idée que c'est un gangster de Chicago qui s'appelle Jack Ruby. On a sous-entendu qu'il faisait partie de la mafia sicilienne, mais non, il fait partie de la mafia juive et qui est intimement lié à l'Irgun, c'est-à-dire à une organisation terroriste pour lesquels il a travaillé comme trafiquant d'armes en quelque sorte dans les années 45-50. Et voilà, donc ça c'est une pièce importante du dossier qui est en général laissée sous le tapis parce que c'est tellement le lien avec Israël est tellement fort que c'est embarrassant. Puis l'autre élément effectivement quand même très probant, c'est les liens très proche de Johnson avec Israël. Il faut savoir qu'Israël est honoré, acclamé en Israël, dans la grande presse israélienne, comme le meilleur président américain qu'Israël ait jamais eu. Donc c'est grâce à lui qu'ont été liés des liens extraordinaires entre les États-Unis et Israël. C'est à la suite de sa présidence que les aides économiques et militaires américaines en faveur d'Israël ont explosé. Donc c'est à lui que remonte. Plus la cour est pleine. Je vous rends la parole parce qu'il va falloir qu'on se dirige vers la conclusion. Mais je voulais juste ajouter un petit, parce que vous avez parlé de l'État profond américain qui maintenant se confond avec l'État profond israélien. C'est le cas maintenant, mais c'est le fruit d'une longue histoire. Et donc à l'époque de Kennedy, c'était pas le cas, et même à l'époque du 11 septembre, c'était pas encore tout à fait le cas. La prise de contrôle des néoconservateurs sur l'État profond date effectivement de 2000-2001, et effectivement là maintenant on en est. Il fallait liquider Kennedy pour avancer ses pions. Alors je rappellerai, mais ça mérite d'être rappelé, que c'est sous Johnson qu'un bateau d'observation, un bateau de l'armée américaine, de l'US Navy, a été bombardé pendant 3 heures, mitraillé par des appareils israéliens et qui voulait faire croire que c'était les forces armées égyptienne qui avait tenté de couler le navire. Il y a eu quantité de blessés, de morts, une 30aine de morts. Et là, c'est une manipulation énorme. Et Israël n'a jamais eu ni à s'excuser, ni à payer pour ce crime de guerre. Si, ils se sont excusés, ils ont dit on a fait une erreur, et Johnson a dit c'est pas grave, il a invité Levi Eshkol, le nouveau premier ministre israélien, à la Maison Blanche et dans son ranch. Les Israéliens ont versé quelques centaines de milliers d'euros de dédommagement pour les familles, puis voilà, affaire close, étouffée, la presse n'en a pas parlé, mais c'est une affaire importante parce qu'effectivement c'est un précédent très très clair pour le 11 septembre, et il faut toujours rappeler cette affaire qui a été un tournant, c'est la guerre de 6 jours, la guerre de 6 jours a été un véritable tournant dans la géopolitique américaine, et cette affaire est la clé de ce tournant en quelque sorte. Oui, nous vivons dans un monde extraordinaire. C'est l'empire du mensonge. Alors en ce qui concerne la Lune, malheureusement, beaucoup croient encore que nous y sommes allés. Et c'est vrai que moi, préadolescent, je regardais vers la Lune, je disais il y a des hommes qui sont en train de marcher là-haut. J'étais ébahi. Et c'est vrai que pour nous, c'était un rêve, la conquête de l'espace. Mais ce rêve, il faut aujourd'hui savoir y renoncer. Alors, on a dit que si les Américains n'y étaient pas retournés depuis 50 ans, c'est parce que ça coûtait cher. Un argument d'une débilité consternante. Ben oui, ça coûte cher, mais envoyer des missions sur Mars, ça coûte encore plus cher. Voilà. Donc, moi je dis, si on ne l'a pas fait, c'est qu'on ne pouvait pas le faire, et c'est surtout qu'on ne l'avait jamais fait. Et puis on nous dit aussi, ah mais le secret, comment voulez-vous qu'il y ait eu un secret? Il y avait 400 000 employés ou 500 000 à la NASA à l'époque. Et ben parce que tout est morcelé, saucissonné. Ce que fait ma main droite est ignoré de ma main gauche. Et puis surtout, plus le mensonge est massif, et là je pense qu'en fait, il n'y avait que quelques dizaines de personnes ou quelques centaines réellement dans la confidence, plus le mensonge est massif, plus il est comme ces étoiles noires qui attirent la lumière. Rappelons aussi que le projet Manhattan d'armes nucléaires, de bombes atomiques, celle d'Hiroshima et de Nagasaki, regroupait plus de 400 000 personnes. Et aucun secret n'avait filtré. Hein. Voilà. Sauf à ce que par la suite, les secrets partent vers la Russie soviétique, mais ça, c'est une autre histoire.
Donc, cela dit, l'objection selon laquelle des gens auraient parlé, elle est intéressante et il faut y répondre. Une réponse, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé. Un des premiers s'appelait Bill Kaysing. Il était ingénieur dans la société Rocketdyne qui construisait les moteurs de la fusée Saturne. Donc, il y a eu quand même des personnes qui ont parlé. C'est lui qui a publié un des premiers livres qui s'appelait NASA Moon d'America, c'est-à-dire la NASA a fait marcher l'Amérique sur la Lune en quelque sorte. Et il faut aussi savoir que c'est un projet qui était dispersé en 20 000 entreprises séparées. Chacun travaillait sur son petit secteur et n'avait aucune visibilité Donc il y a des réponses possibles à cette objection qui n'est pas idiote en soi. Hein. C'est vrai que... mais voilà, enfin bon. Vous parliez tout à l'heure, on va peut-être conclure, pas tout à fait là-dessus, mais presque. Le LEM, j'en ai vu une reproduction à Paris. On sait que la nomenclature technique du LEM, c'était quelques centaines de milliers de pages, alors que pour un avion, ce sont par exemple, un moteur d'avion, un poste de pilotage d'avion, ce sont presque des millions de pages. Oui. Donc, vous voyez. Déjà, c'était une maquette hollywoodienne. Oui. Mais d'ailleurs, à mon avis, la chose la plus convaincante pour commencer à se poser des questions, c'est observer ces photos du LEM, là, du module lunaire, de les regarder de près. Ils sont fabriqués avec du carton, avec du scotch. C'est totalement invraisemblable. Aujourd'hui, on vit à une époque où on nous demande d'isoler les appartements, mais ce LEM, il n'aurait même pas été classé en DPE-G, quoi. Je veux dire, c'est impossible d'isoler thermiquement un truc comme ça. C'est impossible de l'isoler au niveau de la pressurisation. Il suffit de le regarder et d'observer en détail. Et les photos de la NASA nous permettent de le faire aujourd'hui. Et on éclate de rire, tout simplement. Et les astronautes avaient la tuyère du moteur exactement sous les fesses, ce qui ne les empêchait pas de converser avec Houston. Ils ont mis même la radio en décollant. Oui, ils écoutaient la radio. Mais donc, conclusion... C'est le bon sens qui doit nous guider, le simple bon sens, et ne pas nous laisser hypnotiser, encore une fois, par les mensonges qu'on nous assène. Mais c'est vrai que après le Covid, après le réchauffement climatique, il y a des désordres climatiques, c'est indéniable, mais qui sont cycliques dans l'histoire de la planète. Je rappellerai que des étés chauds, comme celui que nous venons de connaître, depuis 4 siècles qu'on recense, on a traversé déjà plusieurs fois le Rhin à pied. Il devait rester un filet d'eau, la Seine également, la Loire également. Tout cela n'a rien de nouveau. Je crois que l'été de 1976 a été encore plus chaud. Donc nous baignons au sein de la matrice au sens, là aussi, hollywoodien, nous baignons dans le liquide amniotique du mensonge. C'est une de mes expressions favorites. Et un mot de conclusion, cher Laurent. Je rappelle que vous êtes historien et que vous venez publier un livre sur la malédiction des Kennedy que je recommande chaudement. Bien, écoutez, merci de m'avoir invité. Oui, je suis historien, on va dire historien profond. Voilà. Historien de l'histoire profonde. Pour faire face à l'état profond. Voilà. Et donc, je rappelle cette visioconférence là, le 13 septembre sur le 11 septembre. Je pense que les choses, aussi bien au niveau de la piste des coupables qu'au niveau technique, avancent. Et c'est très stimulant. Il y a tous les ans un festival ou des festivals aux États-Unis sur le 11 septembre. C'est le 21e anniversaire. Alors, le 21e anniversaire, c'est quand même, c'est l'âge de raison, en quelque sorte, 21. Non, tout ça va progresser et je pense que ça va faire partie des développements. J'ai pas eu le temps de le dire, mais on a eu l'année dernière quand même la presse, l'agence de presse officielle russe qui a commenté le 11 septembre en soulevant des questions très importantes, en rappelant que l'université d'Alaska avait produit un rapport démontrant que la tour 7 n'avait pas pu s'effondrer à cause des... Donc tout ça va ressortir de plus en plus à la surface et je pense éclater. J'espère que la vérité éclatera comme une bombe au sens vrai du terme. Oui, mais peut-être petit à petit. Comme je disais, les Russes et les Chinois préfèrent, et comme vous l'avez dit, ne pas acculer les États-Unis et les forcer à prendre des décisions irrationnelles. Mais tout ça va faire partie du jeu géopolitique qui va devenir de plus en plus transparent. Je l'espère en tout cas.
Et nous, on Alors, sera du bon côté. je signale aussi à nos auditeurs que vous trouverez, si ce n'est maintenant, tout bientôt, mon dernier livre, Imposture et trahison, vous voyez, le titre s'impose, de Macron à Macron, puisque Macron s'est succédé à lui-même, et on ne sait pas, là aussi, il faudrait comprendre quels ont été les mécanismes, les vrais mécanismes qui ont commandé cette réélection, et je ne suis pas sûr que il n'y ait pas de l'imposture et de la trahison dans tout cela. Donc vous le trouverez sur la librairie bientôt, normalement, sur la librairie d'ER. Et je vous recommande ce livre qui n'est pas forcément d'un accès facile, mais qui revient et décortique, démonte la machine infernale qui tente aujourd'hui de nous broyer. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous, Monsieur V. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci Jean-Michel, à bientôt.